de parler du Togo avec la nouvelle vague d'arrestation des militaires et attaques récentes des terroristes. Vous n'êtes pas sans savoir que le Togo, comme je l'ai dit, a été secoué par une série d'événements troublants, notamment une vague d'arrestation de militaires et une attaque terroriste dans le nord du pays. Il faut comprendre que ces incidents soulèvent beaucoup de questions sur la stabilité et sur la sécurité du Togo, ainsi que sur les défis auxquels ce pays est totalement confronté contre le terrorisme et la corruption au sein donc de ces forces d'armée. Alors la thématique centrale de cette analyse se situe au niveau de la sécurité nationale, la stabilité politique au Togo. Nous allons donc examiner ces récentes arrestations des militaires et les attaques du terrorisme en explorant aussi leur implication pour la gouvernance, la sécurité et la cohésion sociale du pays. Alors, au vu de cette thématique centrale, nous allons essayer quand même de rentrer dans la problématique et vous demander, sinon Alexis, comment les récentes arrestations de militaires et les attaques terroristes affectent-elles la stabilité politique et la sécurité nationale du Togo et quelles mesures peuvent être prises pour renforcer la résilience du pays face à ces défis. C'est donc cette thématique. Alors, au vu de sujet ou bien du thème à aborder, quelle analyse faites-vous? Oui, merci Serge. Alors, je vais d'abord parler des arrestations dans un premier temps. Et après, on verra... Vous allez faire beaucoup d'analyses et des commentaires au niveau voilà, de ces arrestations et puis en même temps l'attaque terroriste. Allez-y. Alors, je vous remercie de me poser cette question parce que, Serge, si tout le monde se souvient bien, et je renvoie beaucoup de vos téléspectateurs à mes anciennes vidéos, même de l'année dernière, même vers la fin de l'année. D'ailleurs, depuis même la mort du colonel Majulba, si les gens se souviennent bien, j'ai toujours dit qu'il y aura encore des militaires qui seront arrêtés. Et j'ai toujours expliqué pourquoi au Togo, ils vont continuer d'arrêter des militaires, de les enfermer, de ne même pas juger certains. Et ce n'est pas une... je veux dire, je ne suis pas devin. Je ne suis pas un magicien. C'est juste l'ordonnancement des choses et la connaissance du fonctionnement d'un parti politique et notamment d'un parti politique dictatorial qui permet de faire des analyses qui aboutissent à ces résultats-là. Oui, mais Maître Alexis, vous avez quand même des gens, des personnes, peut-être au sein même de cette armée, même si vous n'avez pas des gens au sein de cette armée, mais pourquoi est-ce que l'armée en tant que telle, sans ce qu'on appelle une éventuelle attaque ou bien des choses qu'on leur dit, et puis il ne peut même pas bouger d'un iota, mais il se laisse quand même tuer. Est-ce que cela est quand même normal? Non, c'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, c'est déjà de les arrêter. D'abord, ce n'est pas normal. Mais le Togo, les choses sont tellement faites que quand vous êtes dans un parti dictatorial, je dis, c'est toujours comme un jeu d'échecs. Et dans un jeu d'échecs, tous les autres pions protègent le roi. C'est ça la réalité. Sous ceux qui jouent aux échecs, qui comprendront bien que le but, c'est de ne pas te faire taper ton roi. Si tu tapes ton roi, c'est terminé. Donc, tout le monde doit protéger le roi. Et à force de le protéger, mais on va sacrifier certaines personnes. Et ce sacrifice-là, c'est ce qui se passe toujours. Quand je disais à l'époque, quand le colonel Majulba avait été assassiné, j'avais dit, si les militaires ne font rien et il n'y a pas de réaction, c'est un aveu de faiblesse.
Et cet aveu de faiblesse fait qu'on va prendre d'autres personnes. On viendra les chercher un à un, entre ceux qu'on va emprisonner, ceux qui peut-être vont disparaître, ceux qu'on va virer d'ailleurs de l'armée. Parce que je l'avais dit, qu'il y en a certains qu'on va sortir de l'armée, prématurément ou pas. Parce que c'est comme ça que ça marche. Et tout ce que j'ai dit est arrivé. Il y a certains qu'on a enlevés de l'armée, il y a certains qu'on a arrêtés. Il y a même le grand général Kadanga qui a été arrêté, qui est en prison aujourd'hui. Et quand bien même lui aussi il avait été arrêté, jugé au catimini et puis placé en prison, je disais, ce n'est pas fini. D'autres vont passer. Et bien c'est comme cela. Pourquoi? Parce que, au fait, contrairement à ce que l'on peut penser, ça n'a rien de normal. Non, tout est anormal. Sauf que, dans un système comme cela, ceux qu'on arrête généralement, c'est ceux qui eux-mêmes contribuent à asseoir le système. Lorsque Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir en 2005, souvenez-vous, c'est une poignée de militaires qui est parti le chercher pour lui dire on se place sous vos ordres. Au lieu que les gars disent on prend le pouvoir, ils disent non, on se place sous vos ordres. Et quand vous faites ça, la personne prend le pouvoir et ne va jamais le partager, il ne va jamais le partager avec vous. Bien au contraire, ceux qui l'ont installé, ce seront les premières de ces victimes. C'est les premiers qu'il va évacuer parce qu'il aura peur qu'à un moment donné, vous ne pensiez venir le remplacer. Donc, il va vous évacuer. Ce que je suis en train de vous dire là, si vous faites l'analyse de ceux qui ont installé Faure Gnassingbé en 2005, il n'y en a plus personne aujourd'hui parce qu'il les a tous évacués autour de lui. Les Tidjani, tout le reste, les Yotofaï, je sais pas qui d'autres étaient autour là. J'ai encore la vidéo de son installation. Mais c'est comme cela. En fait, c'est pas anormal, mais c'est comme ça. Alors, je dis tout simplement qu'aujourd'hui, ces arrestations qui viennent d'être faites, beaucoup de gens spéculent sur, au départ, c'est-on dit que c'est peut-être un coup d'État qui a raté. Non, je sais que ce n'est pas une question de coup d'État. Et les informations que moi j'ai eues de sources sûres, ce n'est pas une question de coup d'État. Mais c'est une question de malaise au sein même de l'armée. C'est-à-dire que la dernière fois que je suis venu sur votre antenne, j'avais dit et répété que si vous avez une armée qui est mal entretenue, sous-payée, inconsidérée, et que les gens sont obligés d'aller quémander de l'argent pour vivre, vous n'avez pas une armée. C'est-à-dire que c'est d'une fragilité énorme. C'est des gens qui survivent et qui sont en proie à toute forme de cupidité, de concussion et Oui, maître Alexis, vous avez évoqué quelque chose tout à l'heure. Ces gens sont vulnérables. Ces gens sont vulnérables à tous les niveaux. Donc, évidemment, il y a un peu de sauf qui peut. Ce sauf qui peut fait que il peut leur arriver de commettre des actes qui ne sont pas forcément des actes qui visent la destructuration du pouvoir, hein, mais voilà. Des actes qui sont contraires à leur éthique, à leur façon de fonctionner. Et ça donne ça. Voilà, vous avez parlé tout à l'heure de quelque chose que nous voulons vraiment comprendre. En parlant aujourd'hui du président Faure Gnassingbé, parce qu'on nous aurait dit qu'il y a eu des arrestations compte tenu du fait qu'un coup d'État se préparait. Est-ce que ça dit que, parce que vous venez de dire que ce n'est pas un coup d'État, et ça dit qu'il faut préparer quelque chose pour trouver une solution. Et cette chose-là, c'est quoi? Non, à mon avis, ce n'était pas un coup d'État parce que parce que s'il y a un coup d'État vraiment qui se prépare, elle aura lieu et ça n'aurait pas donné ce genre d'arrestation. À mon avis, hein, je peux me tromper, mais je ne pense pas parce que, regardez, il y a le chef-corps du Kalandia qui est les Bérets Rouges, a fait partie des gens qu'on a arrêtés. Vous croyez sincèrement que si les Bérets Rouges du Kalandia veulent faire un coup, ça va rater? Non, ça ne va pas rater. Oui, je suis persuadé que ça ne va pas rater.
Non, non, donc je ne pense pas que ce soit une histoire de coup d'État. Je pense que c'est une histoire de malaise à l'intérieur de cette armée. Et une Comment armée vous qui pouvez se cherche. expliquer ce malaise, Alexis? Ouais, Comment... ce malaise, il est sociologique, il est économique surtout. Et il est aussi du fait que la structure, tout le monde a peur de tout le monde au sein de l'armée. Parmi les gens qu'on a peut-être arrêtés, à mon avis, peut-être il y a la moitié qui savent même pas pourquoi on les a arrêtés parce qu'ils sont peut-être même pas au courant de ce pourquoi on les a arrêtés. Ça arrive souvent. On arrête 10 personnes, peut-être dans les 10, il n'y a que 2 ou 3 personnes qui sont peut-être concernées. Les autres, c'est parce que vous êtes des amis, parce qu'on a trouvé votre numéro de téléphone dans l'autre, ou c'est parce que une personne a dit que vous connaissez tel autre, donc on vient vous chercher. Pour moi, pour ma part, c'est un peu cela. Parce que l'armée togolaise est mal structurée, l'armée togolaise n'a pas de bonnes assises. Elle est totalement sclérosée aujourd'hui. Chacun sait qui, tout le monde est là sans savoir qui est qui. Alors, et voilà. au moins d'action, on arrête tout le monde. Au vu de ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, le Togolais est fatigué. Quel que soit ce que nous sommes en train de vivre, cela fait depuis près de 60 ans que le Togolais vit dans cette situation. Une situation qui n'est pas méritante d'ailleurs. Vous avez annoncé tout à l'heure quelque chose que nous voulons comprendre. Que dans un royaume, il faut toujours protéger le roi. Il faut protéger le roi. Ici, nous parlons du Togo. Est-ce que vous assimilez le président Faure à un roi? Et dans la mesure où nous ne sommes pas dans une royauté, que fait le Togolais lambda depuis près de 60 ans que nous venons dans cette histoire? Que fait aujourd'hui le Togolais lambda? Est-ce qu'il s'agit de prendre les rues? Est-ce qu'il s'agit de trop parler? Est-ce que le Togolais est prêt aujourd'hui pour la libération de ce pays? Non, d'abord, je ne peux pas assimiler Faure Gnassingbé à un roi. Il est loin d'avoir les qualités d'un roi, même s'il cherche à s'accaparer des titres de ce genre. Il est loin. C'est plutôt un clown qui est dans un palais, qui pense qu'il peut transformer le palais en royauté. Non, quand tu mets un clown dans un palais, il transforme le palais en cirque. Et c'est ce qui se passe au Togo. Et donc, moi, je ne suis pas du tout, de ceux qui pensent que Faure Gnassingbé peut faire quelque chose d'utile pour ce pays-là. En 20 ans, il n'a rien fait. Ce n'est pas maintenant qu'il va faire des choses. Donc, pour répondre et revenir franchement aux gens qui sont en fait victimes du système. Victime du système, victime de Faure Gnassingbé, de son système. C'est malheureux à dire parce que même les militaires aujourd'hui ne savent plus où mettre la tête. Ce qui est dommage dans tout cela, c'est que ce n'est pas forcément les mauvais. Quand je dis mauvais, c'est ceux qui ont la connaissance de l'armée, ceux qui sont capables de faire quelque chose demain si notre pays est attaqué. Ceux qui ont le savoir dans l'armée. Il n'y a pas que les intellectuels, mais au moins ceux qui ont le niveau de pouvoir faire des analyses, de pouvoir tenir le pays en cas de problème. Ce sont ces gens-là qu'on arrête et qu'on met souvent en prison. C'est-à-dire les bons. Les bons. Et les moins bons, ou je ne vais pas dire de mots qui va peut-être les choquer, les nouilles, mais eux, ils sont là autour du système en train de tourner parce qu'ils font de sales besognes et puis ils prennent de l'argent. Parce que les bons, ceux qui sont bons, les officiers, les sous-officiers, même des soldats de rang qui sont super bien entraînés, qui sont bons, généralement, c'est eux qu'on vient chercher. Parce que ces gens, en général, ne posent pas de problème en tant que tel. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais au centre des problèmes. Mais on vient les chercher. C'est le cas des Madjoulba, c'est le cas d'autres officiers qu'on a arrêtés, d'autres, certains dont on ne parle même pas, certains qui ont disparu, certains qui ont fui. Mais c'est ça la réalité. La réalité est là.
Donc, il faut qu'à un moment donné, on se dise, les Togolais se disent, il faut soutenir nos forces de défense, il faut soutenir nos officiers, mais il faut que nos officiers aussi changent de paradigme. Il faut qu'ils se disent qu'ils vont être, il faut qu'ils se disent, et je le répète, je l'ai dit, je vais le répéter encore, que c'est le peuple qui doit protéger et non pas le roi. Contrairement à ce que je viens je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le roi qu'il faut protéger, c'est le peuple togolais qu'il faut protéger. Et si le roi se comporte mal, il faut avoir le courage de le lui dire. Et le courage de le lui dire, ce n'est pas une ou deux personnes qui vont aller lui dire, parce que s'il y a une personne qui va lui dire, il va les arrêter. D'accord, mais vous avez parlé de changement de paradigme au niveau des forces armées. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que les militaires, selon vous, doivent réellement faire pour aboutir, en tout cas, éviter toutes sortes d'arrestations, ou bien ce qui vient, dans le futur aussi? Alors, ça passe déjà par le fait qu'ils soient manipulés et qu'ils sont surveillés. Vous savez, moi, je le dis, les officiers, ceux qui savent, qui sont au Togo doivent le savoir, tous sont mis sous écoute. Tous, sans exception. Tous les hauts gradés de l'armée togolaise sont placés sous écoute. Des sous-officiers jusqu'aux officiers, les grands officiers de haut rang, ils sont sous écoute. Pas un seul n'échappe. Donc, ça, ils le savent. D'accord? Si vous savez, alors ils savent ou ils ne savent pas, mais je sais qu'il y a certains qui doivent le savoir. Ils ne peuvent pas ne pas le savoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très intelligents parmi eux. Ils savent. Ils ne peuvent pas parler à certains endroits, ils ne peuvent pas dire certaines choses à certains endroits. Quand vous savez cela, mais c'est avant tout. En fait, l'armée, c'est un corps. Heureusement, c'est un corps. C'est un nom. C'est des gens qui doivent rester solidaires à des moments donnés. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils les appelle une armée. Ils sont ensemble. Ils sont des frères d'armes. Donc, ils sont normalement solidaires. Quand ça ne va pas, il ne doit pas avoir une seule faille parmi eux. Il ne doit pas en avoir. Et ça, s'ils arrivent à faire ça, ils peuvent se rendre solidaires de leur peuple et dire à celui qui les malmène, qui les utilise, parce qu'en fait, dans ce jeu d'échecs, il n'y a que Faure Gnassingbé seul qui joue à l'échec. Et c'est lui qui déplace les pions comme il veut. Quitte à ce que tous les pions le protègent et que lui, il soit là. C'est ce qu'il a toujours, c'est ce qu'il fait depuis. Donc c'est à eux de pouvoir, c'est à ces officiers-là, d'arrêter de penser que leur salut viendra de leur niveau de soutien à un système mafieux qui ne sert à rien, qui détruit le pays. Ce n'est pas possible qu'ils continuent de faire et de penser ça. Là, si vous pensez que vous continuez pas à faire ce que vous faites aujourd'hui, mais Faure Gnassingbé va vous écraser un à un. Comme il écrase, alors la population civile, ça on n'en parle pas, mais ça, la population civile, les gens n'ont aucun moyen d'aller contre lui. Donc, les militaires, officiers, sous-officiers, gendarmes, les soldats de rang, mais il va vous écraser comme on écrase des poules. Et c'est ce qu'il a commencé par faire depuis. Et il va continuer de le faire. Donc, quelles sont les mesures réellement qui peuvent être nécessaires pour renforcer aussi la discipline et la cohésion au sein même de cette armée? Oui, c'est d'avoir cette solidarité de frères d'armes, dont je dis. Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas solidaires. Ils n'ont pas cette solidarité de frères d'armes. C'est pour ça qu'ils se trahissent. Ils n'ont pas cette solidarité de frères d'armes pour dire, au fait, le pays, c'est nous qui tenons le pays. Dans tous les pays du monde entier, c'est l'armée qui est à la tête des choses. Et quand ça ne va pas, c'est les seuls qui peuvent dire non. Mais s'ils ne le font pas, c'est-à-dire se considérer comme des frères d'armes et avoir une solidarité dans ce qu'ils font, avoir une vue commune pour l'avenir de leur pays, de leur peuple, s'ils ne font pas ça, mais il n'y a rien qui va se faire. Est-ce que vous croyez que réellement il y a une confiance instaurée au sein de ces forces armées par le gouvernement? La confiance, c'est elle qui doit la créer. Hein. Il n'y a personne qui va leur apporter une confiance. C'est elle qui doit créer la confiance. C'est au moins, il y a plusieurs corps dans l'armée. Ces différents corps, déjà, à l'intérieur de ces différents corps, il y a des dissensions. Il y a des dissensions parce qu'on a construit un système où on privilégie certains,
on essaye d'écarter d'autres, on vous fait croire que certains sont plutôt à surveiller, à l'intérieur même de l'armée, ils se surveillent. On leur a mis ça parce que c'est un peu comme le système à la soviétique de l'époque, où tout le monde a peur de tout le monde. Personne ne sait qui est qui. Pourquoi? Parce qu'il leur manque cette solidarité de frères d'armes et des gens qui sont censés être ensemble, ne pas céder aux sirènes généralement d'ailleurs des civils, hein, puisque ceux qui les manipulent en général ce sont des civils. Ce sont le groupe restreint que j'appelle le groupe des mafieux qui tournent autour du président, du roi. Alors, Maître Alexis, vous continuez toujours de dénoncer ces vagues d'arrestation. Et oui, ce n'est pas la première fois. Et cela va encore continuer. Oui. Vous l'avez évoqué, mais les Togolais ne prennent pas beaucoup d'attention pour lire dans le futur. Alors, une dernière, je peux dire, motivation à ces Togolais qui font part des forces armées et qui comprennent que le salut du peuple togolais, c'est eux aujourd'hui. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans les autres pays, hein, personne ne peut libérer le Togo, comment on appelle, le pays. On a vu le cas du Sénégal. Mais c'est un peuple qui est vaillant, c'est un peuple qui est solidaire. Quelle que soit l'arrivée des militaires dans les rues, le Sénégal n'a pas fléchi à sa mission. Je parle de la jeunesse sénégalaise. Nous sommes aujourd'hui au Togo. Le peuple que nous voyons, il est martyrisé. Le seul espoir, les Togolais contre qui? Je l'ai dit, mais les Togolais contre qui? Alors, Serge dit quelque chose qui est important en disant qu'au fait, cette armée doit être le salut, le libérateur du peuple. Non, il doit faire l'armée d'abord le salut de sa propre libération. C'est ça aussi que on ne peut pas penser un seul instant que l'armée est dissociée du peuple. L'armée fait partie intégrante du peuple. Donc, elle est en souffrance autant que le peuple est en souffrance. À un moment donné, il faut que eux, ils se rendent compte que depuis des décennies, hein, depuis au moins plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, on leur fait croire que leur ennemi dans le pays, c'est le peuple. Que dans le peuple, il y a des gens qui ne les aiment pas, et que dans le peuple, il y a des gens qui veulent le pouvoir, donc il faut soit les éliminer, soit les emprisonner, soit les bastonner, soit faire ce que on a envie de faire. Mais non, mais ce raisonnement-là, c'est complètement ubuesque, puisque on ne peut pas dissocier l'armée de son peuple. L'armée est là parce qu'il y a un peuple. Hein. S'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas d'armée. Qu'est-ce que vous allez faire si vous n'avez rien à protéger, si vous n'avez pas de territoire, vous n'avez pas de peuple? Qu'est-ce que vous avez, qu'une armée viendra faire? Rien. Vous n'avez aucune utilité. Aucune utilité. De la même manière, il y a un peuple qui est là et elle est censée être protégée par une armée parce que le jour où on vient lui faire mal, il faut que son armée soit là pour défendre. Exemple, ce qui se passe dans le Nord. Aujourd'hui, pourquoi on envoie les militaires dans le Nord? C'est prioritairement pour protéger la population civile. Donc, ils ont cette utilité-là. Et donc, cette utilité fait que c'est deux entités qui doivent être ensemble. Malheureusement, au Togo, je ne sais pas comment expliquer, mais psychologiquement, on les a travaillés dans le sens de leur dire, au fait, votre premier ennemi dans le pays, c'est le peuple. C'est pour cela que quand la population n'est pas contente qu'elle sorte pour faire quelque chose... Est-ce que le chef d'État, Faure Gnassingbé, a eu une compréhension pour l'armée qui allait au front dans ces jours-là et qui a fait beaucoup de pertes de vie humaines? Et jusqu'à preuve du contraire, est-ce que nous avons vu le président intervenir pour quand même annoncer aux Togolais, voilà ce qui s'est présenté, voilà ce qui s'est fait, voilà ce que je décide? Non, mais alors, je l'avais déjà dit, répété, mais la vie des Togolais, que ce soit des corps habillés ou de la population,
Mais Faure Gnassingbé n'a strictement rien à faire là-dessus. Ça ne l'intéresse pas. Mais pourquoi est-ce que vous dites ça? C'est le chef suprême de l'armée. Non, ce monsieur, il a juste envie d'avoir des titres. Il a juste envie d'être président, d'avoir des titres. Mais il est en train de faire un recrutement encore pour avancer le nombre. On fait des recrutements, ok. Pourquoi on fait des recrutements? Parce que ça fait partie de la programmation militaire depuis. Ça a toujours existé de faire des recrutements parce qu'il faut renouveler. Il y a des militaires qui vont aller, des soldats, des policiers, des gendarmes, des gens qui iront à la retraite, donc il faut renouveler. Ce n'est pas lui qui le fait. Ça fait partie d'un mode normal de fonctionnement d'un pays parce que on appelle ça la programmation militaire dans lequel il y a des recrutements qui se font tous les ans pour renouveler les gens qui vont arriver. Mais le problème n'est pas là. Le problème n'est pas de savoir si on recrute les gens ou ne recrute pas. Le problème, c'est que quand on est chef de l'armée, ça veut dire ce que ça veut dire. On est le patron de l'armée. Qu'est-ce que vous lui reprochez concrètement? Pardon? Qu'est-ce que vous reprochez concrètement au président Faure Gnassingbé? Ce que je lui reproche, c'est qu'on est en train de trucider les militaires depuis des années, quelques années au Togo, mais on ne l'a jamais entendu, on ne l'a jamais vu sortir une seule fois pour en parler. Pas une seule fois, ni pour en parler, ni pour aller voir sur ce qui se passe, ni pour les familles, que ce soit des familles de militaires ou des familles de civils. On peut pas diriger un pays comme ça. Et qu'est-ce que cela vous donne comme matière à réflexion? Qu'est-ce que cela vous donne comme matière à réflexion? Il n'est jamais venu se présenter aux Togolais pour faire ce qu'on appelle une annonce ou bien dire aux Togolais voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que cela vous fait comme matière à réflexion? Et puis vous ne réagissez pas. Moi, ce qui me donne comme réflexion, c'est que ce monsieur, il n'est pas là pour le Togo. Il n'est pas là pour les Togolais. Non, il est tout sauf président de la République du Togo. C'est pour ça que moi, je ne l'appelle jamais président de la République. Est-ce que vous avez constaté que je l'appelle jamais président de la République? Je ne l'appelle pas son nom. Parce qu'un président de la République, c'est une institution, d'abord. Ça signifie beaucoup de choses. Donc, vous voulez me dire qu'il n'a pas la carrure vraiment de gouverner ce pays? Cela fait plus de 20 ans aujourd'hui, là. Cela fait plus de 20 ans aujourd'hui, mais il est à la tête de ce pays. Les Togolais ne font que parler, mais ils ne disent rien. Vous savez, on peut se dire qu'on est à la tête d'un pays sans vraiment savoir y être ou savoir ce qui s'y passe. Et c'est son cas. Il ne sait pas ce qui se passe dans ce pays-là. Il ne sait pas ce qui se passe. Il est complètement hors sol. Il est omnubilé par le pouvoir, ça c'est sûr. C'est quelqu'un qui veut être, il veut avoir le pouvoir et avoir la main sur tout, commander, dire ce qu'il a envie de dire, faire ce qu'il a envie de faire, aller où il veut, voyager et s'arroger tous les droits, sauf les droits fondamentaux qui concernent la population et ceux qu'il est censé gouverner. Donc, ce que je veux dire, c'est que comme il n'a aucune intention d'être président de la République du Togo, il s'en fout complètement de ce qui se passe au Togo. Monsieur Yawa, vous savez, l'attaque qu'il y a eu le 20 juillet, c'est une attaque anniversaire. Parce que le 20 juillet, exactement la même date, 2023, il y a eu le même type d'attaque au même endroit, dans la région. Vous allez me dire que quand on est chef d'État et que vous êtes permanemment sous tension parce qu'il y a des terroristes, des gens qui viennent attaquer votre pays, vous ne mettez pas en place quand même des mesures pour, je veux dire, surveiller. Mais Alexis, est-ce que je peux vous poser une question? Faire des analyses de ce qui se passe et surtout prendre des mesures pour prévenir éventuellement d'autres situations. Est-ce qu'il y a eu réellement une attaque terroriste au nord? Est-ce qu'il y a eu une attaque terroriste? Le 20, il y en a eu. Il y a eu une attaque. Pourquoi on parle d'attaque terroriste? Est-ce que ce sont des gens qui viennent de l'autre côté, qui sont armés, ou bien c'est dans le Togo? Je veux savoir.
Alors, moi, je ne comprends pas toutes les langues du Nord, mais j'ai vu les vidéos de l'attaque du 20 là. Là, on m'a envoyé la vidéo. Et j'ai vu la vidéo, j'ai entendu, j'ai vu d'ailleurs le carnet, comment les gars, ils ont massacré nos forces de défense, nos FDS. Massacré, je dis. Ils étaient une cinquantaine de jours, mais ils n'avaient peur de rien. Les gars, ils étaient en sandales avec des djellabas et compagnie, mais ils avaient des kalachnikovs et des munitions, mais à gogo. Je veux dire, ils ont des munitions. Nos soldats ne pouvaient pas tenir. Est-ce qu'on peut détecter un peu leur parler, leur manière de parler? Est-ce que c'est ça tire? La manière dont ces gens-là parlaient, pour moi, c'est pas les gars de notre pays. Non, non. Le langage qu'ils utilisaient, d'ailleurs, la langue qu'ils parlaient, je connais beaucoup de langues dans le nord du pays. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas les dialectes de chez nous. Donc, ces gens-là viennent de quelque part. Mais pourquoi est-ce que c'est le Togo qui est attaqué? Pourquoi on n'attaque pas peut-être l'autre côté, le Sénégal ou bien les autres pays comme la Côte d'Ivoire? Mais non, pourquoi c'est le puisqu'il n'y a pas que le Togo. Il y a les pays, alors je vais vous expliquer. Il y a les pays qui sont vraiment dans le Bénin, hein? Le Bénin a fait beaucoup d'allégeance à la France et on sait aujourd'hui qu'il y a une base ou plusieurs bases militaires qu'on a mis au nord du Bénin. Depuis que cette base existe, le Bénin n'a plus d'attaque. Vous voyez? Alors, Maître Alessi, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de base militaire au Togo. On a parlé au nord, non, au Bénin, les bases militaires françaises au Bénin. Et aujourd'hui, bon, vous venez de parler de ça. Est-ce que cela veut dire qu'on nous cache beaucoup de choses de l'autre côté et que les terroristes aujourd'hui, on n'en parle pas au Bénin, mais c'est au Togo? Qu'est-ce que cela nous donne comme matière à réflexion? Il faut savoir qui est-ce qui envoie les terroristes déjà, parce que chez nous avant on n'avait pas de terroristes. Les terroristes sont venus de la Libye. C'est des gens qui sont venus après la destruction de la Libye, et qui se sont disséminés un peu dans Sahel et descendent aussi aujourd'hui chez nous, mais avec la bénédiction de ceux qui les ont envoyés. Ça, je le dis comme ceux qui les ont envoyés, c'est la France, c'est l'OTAN, c'est l'Union européenne, parce qu'ils veulent absolument avoir la même mise sur nous. Alors, est-ce que Fagne Gnassingbé aujourd'hui n'est plus vraiment dans l'odeur de sainteté de ces gens-là? Je ne veux pas croire. Je crois qu'il a une attitude qui est trop ambiguë. Donc, on va l'attaquer. À chaque fois qu'on va l'attaquer. Pourquoi il a une attitude ambiguë? Parce que on sait très bien que nos frères de l'AES sont dans le collimateur de ces gens-là. Le but de ces terroristes, c'est de détruire les États de l'AES. Donc, tous ceux qui vont, d'une manière ou d'une autre, jouer des rôles un peu troubles avec l'AES, amis, on sait, on essaie de vous aider, mais ils vont avoir des problèmes. C'est le cas du Togo, hein. Moi je vous le dis. Fagne Gnassingbé s'est positionné en quelqu'un qui va servir l'AES de temps en temps. Il va au Bénin, il va au Bénin, il va au Mali, il va au Niger, et il fait en sorte qu'il veut jouer le bon office. Regardez la dernière fois après la CEDEAO, c'est lui et Diomaye Faye qu'on a envoyé pour dire qu'il faut aller discuter avec ces gens-là. Il joue un rôle qui n'est pas très net. Et ces gens-là, c'est-à-dire quand je dis ces gens-là, c'est-à-dire les gars de l'OTAN, en tête la France, notre ancienne colonie, quand vous faites ça avec eux, sachez très bien ce qui va vous arriver, hein. Je le dis comme je le pense. Donc, si le président Fagne Gnassingbé joue à un jeu, est-ce que vous croyez que Diomaye Faye aussi, qui a été nommé comme médiateur, peut subir la même chose? Non, alors Diomaye Faye ne va pas le subir tout simplement parce que Diomaye Faye, on sait qu'il est aujourd'hui 100% soutenu par la France, à 300%. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Il joue le jeu, il joue le rôle. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment l'armée française est au Sénégal et ce qu'ils font. C'est eux qui soutiennent. Donc, franchement, il n'a pas de risque. Il peut rien. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est une politique qu'ils sont en train de mener parce qu'ils ont dit qu'ils vont changer la monnaie, l'armée, la base militaire française va partir de leur sol et
le Sénégal, dans un premier temps, on n'aura plus besoin, en tout cas de l'Occident. Est-ce que vous croyez qu'ils viennent de prendre le pouvoir? Est-ce que vous croyez qu'ils vont tout de suite réellement faire ce qu'on leur demande? Ils ont un agenda à accomplir. Oui, donc on va suivre l'agenda pouvoir, monsieur. On va suivre l'agenda pouvoir. Quand est-ce qu'ils vont changer de choses? Si, alors, vous avez écouté les discours de Sonko et surtout Sonko avant la prise du pouvoir? Mais tout le monde s'attendait à ce que le jour où Sonko arrive au pouvoir, que la première des choses, c'est qu'il se débarrasse du CFA, qu'il quitte la France et rejoigne l'AES. Et qu'ils se disent, parce que c'est un panafricanisme jusqu'aux os, ce monsieur, avant qu'il n'arrive au pouvoir. Et comme, bizarrement, ils sont arrivés au pouvoir et rien ne se passe. Bien au contraire, c'est des gens qui vous disent qu'ils veulent se rabibocher pour que l'AES revienne à la CEDEAO, alors qu'on sait très bien que ça n'arrivera pas. Mais ils n'ont que 100 jours, simplement. Ils n'ont fait que plus de 100 jours. Dans ces 100 jours, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, selon vous? Ah, mais en 100 jours, quand on prend le pouvoir en 100 jours, on doit prendre des décisions, les premières décisions les plus fortes pour marquer son territoire. Est-ce que vous croyez qu'ils n'ont pas pris cette décision-là? Alors, il n'y en a pas. Laquelle? Ils n'ont pris aucune décision. La décision qu'ils ont prise, c'est de dire qu'ils vont faire ramener l'AES, la chose. Et pour revenir à ce tandem du donc, s'ils ont mis en place ce tandem, au fait, Faure Gnassingbé et Diomaye, parce que Faure Gnassingbé, il est plus ancien, il est plus rusé, il connaît mieux les ACAM. Donc on lui a associé Diomaye Faye parce que Diomaye Faye, lui vient d'arriver, il ne connaît pas beaucoup de choses, en croyant que il pourra le mener jusqu'à ce que les deux essayent de convaincre les trois autres pour revenir à la CEDEAO. Mais en fait, ils n'ont pas compris que ils sont d'abord leur fait du mal, les deux là. C'est-à-dire que c'est une patate chaude qu'on a mis entre la main des deux, entre la main de Faure Gnassingbé et Diomaye. Mais demain, comme il est jeune, qu'il est encore sur la coupe vraiment à 100% de la France, il n'a aucun risque. Par contre, Faure Gnassingbé, son instabilité et sa façon de faire qui est très ambiguë, ça énerve le coq français. Ça énerve le coq français parce qu'il n'est pas fiable. À partir du moment où il n'est pas fiable... Est-ce que vous connaissez aujourd'hui le partenaire fiable de Faure Gnassingbé? Il y aura des terroristes au Togo. Il y aura des terroristes au Togo jusqu'à ce que soit ils se disent bon, j'arrête, je vais revenir dans le giron totalement sans plus désobéir ni faire quoi que ce soit. J'abandonne les gens de l'AES, j'abandonne tout ce qui ne marche pas. Je permets à l'AES de continuer sans m'ingérer dans leurs affaires. Maître Alexis. Ça ira bien. Voilà. Vous parlez aussi, du président Faure Gnassingbé. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gens qui disent qu'il est partenaire à la Russie, il est partenaire à beaucoup plus de pays, la Turquie. Vous parlez, il a aussi, en tout cas, il a plusieurs partenaires de l'autre côté. Et sans toutefois oublier la France à côté ici. Mais pour l'instant, vous gardez la réponse de cette question. À cette question, on va prendre celui qui est en ligne et puis vous allez continuer parce que c'est un débat, en tout cas face to face. Alors, monsieur Lapélan, bonjour. Bonjour, monsieur Serge. Je salue aussi le docteur qui est sur le plateau. Je vais intervenir un tout petit peu là. Allez-y. Ok. Je vais intervenir sur le sujet que vous parlez là. Et vous voyez, le Togo, je vois les politiciens faire appel aux militaires de prendre le pouvoir. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Après, ils vont critiquer ces mêmes militaires-là. L'armée, là. Ils vont les critiquer parce qu'ils vont vouloir que l'armée les passe aussi le pouvoir aux civils. Vous voyez ce que ça va devenir? Donc, un civil qui fait appel, un politicien qui fait appel aux militaires de venir prendre le pouvoir, moi, je ne vois pas, vraiment, je ne vois pas que c'est la population qui peut faire appel aux militaires, sur ce que je comprends, mais pas les politiciens. Vous voyez?
les politiciens qui font l'appel au pouvoir, aux militaires de venir prendre le pouvoir d'abord. Et ce n'est pas un civil qui est sur le pouvoir, qui est au pouvoir au Togo. Et rappelez-vous que le général Yadema, il n'était pas civil. Vous voyez? Et quand le général Yadema a été décidé, et qui devait prendre le pouvoir? C'est le président de l'Assemblée. Mais qui a remis le pouvoir à Fort? Ce sont les militaires. Donc c'est les militaires qui sont au pouvoir. On ne peut pas les appeler de venir faire le coup d'État. Ce sont eux qui sont au pouvoir. Ce n'est pas le président togolais. Lui, il est là seulement. Il est dirigé par les militaires. Vous voyez? Donc, ce que moi je vais demander à les politiciens, pour prendre le pouvoir au Togo, il n'a qu'à s'attendre. Les politiciens ne s'attendent pas. Attendez-vous, comprenez-vous, et faites et comme ça vous allez prendre le pouvoir au Togo. Je vous en remercie. Merci, monsieur l'appelant. Alors, Maître Alessi, avant de répondre à notre question sur le partenariat, essayons quand même de calibrer un peu ce que l'appelant vient de nous faire comme matière à réflexion. Que ce sont les militaires qui ont mis Faure Gnassingbé au pouvoir. Et ces mêmes militaires-là, pourquoi faille-t-il demander d'aller faire un coup d'État? Est-ce que cela a une interprétation, en tout cas, qui mène à une réflexion que nous pouvons appeler matière à réflexion? Oui, je crois que, je ne sais pas si l'appelant parle de moi, mais d'abord, je ne suis pas un politicien, et de deux, je n'ai jamais dit jusqu'à présent que j'appelais l'armée à faire un coup d'État. Je n'ai pas dit ça. Il faut pas. Non. C'est une seule question qu'il pose. Je souhaite que l'armée et le peuple soient unis et solidaires. Voilà. Mais c'est une question qu'il pose, hein? Il n'a pas dit que vous avez dit ça, mais c'est une question qu'il pose et il doit avoir une réponse à cette question-là. Il dit que les politiciens demandent à ce que l'armée prenne le pouvoir parce que déjà le pouvoir est entre les mains de l'armée. Je ne pense pas que c'est ce que les politiciens même demandent. Les politiciens togolais, peut-être à part certains, peut-être qui demandent à l'armée d'intervenir. Moi, ce n'est pas l'armée qui intervient. À chaque fois que moi je suis venu ici, j'ai toujours dit que le pouvoir d'un président appartient au peuple. Donc c'est au peuple d'aller le chercher. C'est au peuple. Donc, ma logique a été toujours c'est au peuple de décider le jour où ils veulent sortir Faure Gnassingbé de son fauteuil. C'est aussi simple que cela. C'est comme ça que ça se passe. L'armée, elle joue son rôle pour défendre la nation, pour défendre le territoire lorsque le territoire est attaqué. Mais moi, je ne demande pas à l'armée de prendre les armes contre Faure Gnassingbé. C'est pour ça d'ailleurs que je vous disais tout à l'heure que je ne crois pas à l'histoire de coup d'État en disant que si le camp Landia, qui est composé de militaires de très très haut niveau que je connais, les bérets rouges, puisque avant qu'ils ne soient à Landia, ils étaient dans mon village, je les connais, si eux ils décident de faire un coup d'État demain, il n'y a personne qui va les arrêter. C'est impossible de les arrêter. Donc ce n'est pas ça le but, et ce n'est pas ce qui est demandé non plus. Moi je pense que c'est le peuple togolais qui doit se réveiller et dire ça y est, aujourd'hui on veut notre fauteuil. On veut notre fauteuil. Et on sait comment ça se passe. Pour que si vous voulez réclamer votre fauteuil. Vous avez essayé par les unes, ça n'a pas marché. Vous avez essayé par tous les moyens, ça n'a pas marché. Vous vous soulevez, ça s'appelle une révolution, tout simplement. Les gens ne veulent pas qu'on parle de révolution, mais c'est la seule alternative qui reste aux Togolais de réclamer leur fauteuil par voie révolutionnaire, tout simplement. Ça n'est jamais interdit à un peuple de se rébeller, de demander ce qu'on lui doit. Ça, c'est dans tous les pays. En France, on l'a fait, ce n'est pas pour ça qu'on ne le dit plus. Ailleurs, en Russie, c'est la révolution qui a eu. En Chine, il y a eu la révolution. Dans tous les pays où ça ne va pas, on fait une révolution. Parce que c'est le droit du peuple. C'est un droit fondamental du peuple. D'accord. Maître Alexis, on va prendre un appelant. Et puis, on va revenir. Hein? Allô, monsieur l'appelant. Oui, bonjour, monsieur. Vas-y. Bon,
Bonjour à votre plateau, Monsieur Serge, c'est Kwasi Clousset. Je souhaiterais intervenir juste parce que je suis en train de remarquer quelque chose. Vous savez, les terroristes qui nous attaquent, et si vous faites attention, à l'époque, avant même que le terrorisme réellement ne commence, et dans le désert du Mali là-bas, il y avait eu un avion avec plein de drogue qui s'est écrasé et les gens ont disparu. Ça avait commencé comme ça. Bon, bref, pour vous dire qu'aujourd'hui, on saisit beaucoup de bateaux aussi, plein de vaches dessus et en dessous des soutes, plein de cocaïne. Bref, ces gens-là, j'ai l'impression qu'ils protègent beaucoup plus les routes de transit de ressources minières des États en Afrique. Bref, c'est des trafiquants, enfin des gens qui protègent des trafics. Et on sait que le Togo est dans beaucoup de trafics. Pas plus tard que je crois avant-hier ou la semaine passée, on a saisi un bateau battant pavillon togolais vers le terrain là-bas. Et c'est l'Arabie Saoudite, je crois, qui était censée avoir amarré ce bateau-là. Mais bon, ces gens-là, ils sont beaucoup sur les routes plutôt de trafic. Bon, maintenant, pourquoi ils viennent au Togo? On peut dire qu'ils coupent la route comment on appelle ça, d'alimentation, hein, à l'AES en fait. Parce que plus ils font du grabuge sur la route, plus on ne pourra pas éventuellement, depuis le port de Lomé par exemple, envoyer des produits à l'AES. Bref, en principe, il va falloir que tous ces États-là se regroupent d'une manière ou d'une autre. Et c'est là où ça fait mal parce que la CEDEAO aurait pu aujourd'hui avoir une armée pour offrir ces protections-là, à moins que les pays de la CEDEAO, pour la plupart, et le Togo compris, soient eux-mêmes inclus dans ce trafic-là. Je parle là de l'élite. Donc les dirigeants, à commencer par Faure Gnassingbé, s'il n'est pas lui-même dans ce trafic-là, pour laisser nos militaires se faire abattre comme, je m'excuse, des moutons, alors je ne sais pas ce qu'il en est. Parce que là, c'est le chef de commandement qui va aux Evala tranquillement et utilise les hélicoptères qui étaient censés protéger nos bases. Les drones, on peut tuer des enfants avec. Aujourd'hui, ça ne protège pas les militaires. Bref, j'ai l'impression, sans vous mentir, que c'est plutôt notre armée qui aujourd'hui a besoin de nous, le peuple, pour dénoncer ce qui se passe. Notre armée est en otage parce que le chef de l'armée est entouré d'une petite élite là qui ne protège que lui, pendant que le reste de l'armée est juste exposé à ces trafiquants-là. Moi, je les appelle des trafiquants, c'est pas des terroristes. Et on devrait tout faire pour les abattre. Mais si le peuple, les mains nues, ne peut pas, il va falloir que M. Faure Gnassingbé s'en aille pour que nous, Togolais, on puisse au moins protéger notre territoire. Voilà le petit apport que j'aimerais faire. Merci. Monsieur Clousset, Kwasi, depuis votre position, merci encore pour cette intervention. Alexis, une belle réflexion. Est-ce que vous avez une lecture imminente de cette réflexion? Oui, ce que M. Clousset dit n'est pas totalement différent de ce que je dis, c'est-à-dire que le peuple doit aider l'armée à être plus unie et à avoir une autre vision de notre pays, parce qu'effectivement, comme il a dit, il y a une poignée seulement au sein de l'armée qui tient tout le pays, tout le reste. Et ça s'appelle une mafia. Moi, je les ai toujours appelés une mafia. C'est comme ça. C'est vrai.
une mafia, ce n'est pas péjoratif. C'est le mot, quand vous voyez le mode de fonctionnement d'une mafia, vous voyez le mode de fonctionnement des gouvernants au Togo, c'est exactement pareil. Il n'y a pas chose. La seule différence, c'est qu'on ne tue pas les gens dans les rues à coups de pistolet à tout va parce qu'on vient vous raqueter. Quoique, d'ailleurs, il y a souvent des braquages à Lomé, au Togo. Donc, il a raison lorsqu'il dit que certainement, c'est des gens qui protègent les intérêts. Et oui, c'est vrai, c'est des gens qui protègent les intérêts de ceux qui les ont envoyés. Ceux qui les ont envoyés, c'est les Occidentaux. Parce que les Occidentaux veulent avoir la même mise sur nos richesses, ça, il faut le savoir. Et le fait d'avoir la même mise sur nos richesses, c'est de mettre de la terreur déjà chez nous et de mettre des gens qui sont acquis. Mais hormis ce que vous êtes en train de dire, Maître Alexis, oui. Il a parlé aussi du fait que le Togo est une plaque de trafic de drogue. Bon, cela n'influe pas aujourd'hui sur le fait que, bon, le Togo, il y a un support peut-être extérieur ou bien, quelles sont vos réactions? Que le Togo soit une plaque tournante des trafics en tout genre, il y a très longtemps de cela, il y a déjà 30 ans. Moi, il y a déjà plus de 30 ans, je crois, il y avait des reportages sur le Togo où on a raisonné des bateaux au large du Togo. Le gouvernement togolais de l'époque, pas celui du fils, mais du père, à l'époque déjà, avait, je pense qu'ils avaient mis en place comment l'appelle-t-on, une formation particulière de certains militaires pour traquer ces trafiquants-là. Mais bon, on sait très bien que c'est peine perdue. Ils n'avaient pas les moyens nécessaires pour le faire. Bien au contraire, ce trafic, ça a progressé, c'est encore d'actualité. Mais il n'y a pas que le trafic. Il n'y a pas que cela. Le trafic, c'est quelque chose. Le trafic de drogue, ça, je crois que même les Américains ne sont pas très friands de ça. Ils sont, parce que quand la drogue quitte la Colombie, passe chez nous, retourne en Europe et retourne en Amérique. Hein, c'est ça le problème. Donc, ils ne sont pas ils soutiennent pas tout cela. En revanche, tout ce qui concerne nos richesses, nos vraies richesses, qui sont en fait la richesse de l'Occident, ça, ils en ont besoin. Et ils vont tout faire pour nous mettre à genoux pour ça et récupérer nos biens comme il le faut. Pour revenir à la question qu'on avait éludée au départ, sachant que les gens disent mais que justement, le partenariat. Pardon? C'est le partenariat, hein? Oui, c'est ça, sur le partenariat avec la Russie et la France. Chine. Mais avec la France, c'est un pied dedans, un pied dehors. Oui, alors, je vais rassurer les gens, hein. Tout ce qui est dit que Faure Gnassingbé a un partenariat avec la Russie, qu'il a un partenariat avec la Turquie, c'est faux. Hein. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un partenariat. Il ne faut pas confondre les relations internationales et les relations, parce que tous les pays se parlent toujours, quelque chose que vous voulez. Tous les pays commercent toujours, si vous voulez. Vous savez que le Mali et la France ont coupé, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais il y a toujours des ambassades, il y a toujours des Français au Mali, il y a toujours des Maliens en choses. Et les pays s'échangent, se parlent toujours. Ça, on n'appelle pas ça un partenariat. Donc, le Togo n'a pas de partenariat avec la Russie. C'est faux, tout simplement. C'est faux, c'est pas vrai. Mais comment est-ce qu'on peut appeler cela? Il semblerait que la Turquie a vendu des drones. Mais oui, mais la Turquie n'a pas vendu des drones que pour le Togo. Ils en ont vendu à l'Ukraine, ils ont vendu aux gens, ils ont vendu ailleurs aussi. Ça, c'est du business. Ça n'a rien à voir. Le partenariat dont on parle, quand on parle de partenariat, c'est de partenariat militaire. Une chose où les gens peuvent, des accords militaires comme l'AES, bilatéraux, hein? C'est totalement différent. Ce n'est pas le cas. Donc, il ne faut pas vous leurrer là-dessus. D'accord, nous sommes presque à la fin de cette émission, Maître Alexis You. Je pense que vous avez beaucoup à dire. Et je ne tarderai pas prochainement à vous inviter parce que les Togolais ont besoin qu'on leur dise beaucoup trop de choses pour pouvoir bouger. Passons maintenant à la dernière phase de notre en tout cas, rencontre face à face vérité. Aujourd'hui, on a parlé des militaires. Et je voulais quand même vous demander les principaux
défis logistiques, parce que vous en avez parlé, et opérationnels auxquels les forces armées militaires togolaises sont réellement confrontées dans la lutte contre le terrorisme. Oui, quand je vois... Ils sont réellement armés. Non, mais franchement, ça me fait beaucoup de peine. Écoutez, c'est parce que je suis aguerri à un certain nombre de choses. Quand j'ai vu les images de jeunes qui ont été assassinés, ce n'est même pas un combat. On sent on les a détruits. C'est horrible de voir ça. Et en dehors de ça, moi, il y a des messages que j'ai reçus de gens rescapés là-bas, ceux qui sont encore vivants et qui racontent leur calvaire. Déjà, quand on les voit, les images de ceux qui est très difficile à supporter comme image, on sent que ce n'est pas des gens aguerris aux choses, c'est des jeunes et c'est des gens hyper mal équipés, très mal équipés. On sent aussi, moi quand j'ai vu la vidéo de l'attaque, une partie de cette vidéo, on sent aussi qu'ils n'ont aucune, comment appelle-t-on, aucun point de coordination. Il n'y a pas quelqu'un qui sait faire la guerre, quelqu'un qui sait faire des choses pour les guider et les préparer à un combat. Ils ne savent pas faire de combat. Ça se voit qu'ils ne peuvent pas faire de combat, surtout contre ces gens qui sont super armés. Ils n'ont pas les moyens logistiques. On les a mis dans un blindé, mais les blindés, ce n'est pas suffisant. Les blindés, vous prenez certains bazookas, ils te défoncent ton blindé en quelques secondes. Les gars, heureusement qu'ils n'avaient même pas ça. Mais notre armée est sous-équipée. Vraiment entraînés, parce que ce qu'on envoie, les gens, ce qu'ils oublient, c'est que les djihadistes, eux, c'est ce qu'ils font dans leur vie depuis des années. Ils ont fait ça en Afghanistan, ils ont fait ça en Irak, ils ont fait ça en Iran, ils ont fait ça en Syrie. Ils ont fait ça en Syrie, ils ont fait ça en Libye avant de descendre chez nous. Même si parmi eux, on peut trouver des Tchadiens, les Tchadiens, c'est des gens hyper aguerris au combat depuis des années. Le Tchad n'a fait des guerres que tout le temps. Donc, ils sont super entraînés. Ils connaissent tout. Et on envoie ces gens-là, on envoie nos jeunes qui n'ont jamais fait la guerre, ils n'ont jamais été dans un combat. Pour aller devant eux, mais ils font un carnage. On le voit qu'ils font un carnage. Et on voit d'ailleurs que, comme ils n'ont personne pour coordonner le groupe de nos jeunes, et moi, j'ai vu, c'est vrai, si les gens lisent un peu, ils peuvent comprendre comment fonctionne un système de combat dans une chose, ils verront très bien que s'ils avaient quelqu'un qui coordonnait, et on pouvait les encercler. On pouvait encercler ce groupe-là. Ils étaient une cinquantaine. On pouvait les encercler et les laminer. Mais non. Le combat a eu lieu face à face et personne n'est passé derrière pour les tenir de sorte qu'ils puissent les éradiquer. On nous a dit qu'il y a une quarantaine qu'ils ont tué, mais ça c'est faux. Ça c'est des faux journalistes qui ont déclaré ça pour faire plaisir à ceux qui veulent. Il n'y a rien du tout. Ils sont partis. Ils ont trucidé les nôtres et ils sont partis en emportant même certains de nos matériels qui peuvent pas. Ils sont partis avec. Donc, vous voyez, on ne peut pas continuer par faire ça. C'est inadmissible. Nos soldats ne peuvent pas tomber comme ça, comme des mouches, devant des gens qui sont en sandales. Vous le regardez, il y en a que presque pieds nus, ils sont en sandales. Ils connaissent rien. Si, d'accord. Ce qu'ils savent, c'est qu'ils savent se battre. Ils savent se battre. Ça, c'est clair. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut que les gens changent. Il faut que, je ne sais pas, il semblerait qu'ils choisissent même les samedis, parce que les samedis, les nôtres, nos grands chefs officiers, ils sont en week-end. Donc, généralement, il n'y a pas de coordination. Et quand on appelle l'hélicoptère, je ne sais pas pour arriver, mais l'hélicoptère est à Lomé. Les gars sont au nord, l'hélicoptère est à Lomé, le temps qu'il arrive, mais les nôtres, on les a finis. Hein. On les a finis. D'accord, Maître Alexis. On doit essayer de prendre un dernier appelant et vous allez nous donner votre mot de fin. Et vous avez quand même bien parlé, vous avez dit qu'une armée est sous-équipée. L'armée togolaise est sous-équipée. Cela veut dire que cette armée constitue réellement ce qu'on appelle un abattoir et puis une conséquence pour le peuple togolais.
y revenir parce que le peuple togolais n'a pas besoin et chaque fois d'être terrorisé. Lorsqu'on parle d'une armée, il faudrait qu'elle soit conséquente aussi. Monsieur l'appelant, bonjour, depuis votre position. Est-ce que... Allô? Allô? Allô, monsieur l'appelant? Oui, c'est Tawé Kofi. Bonsoir. Allô? Je ne vous entends pas très bien. La régie, est-ce que nous avons un appelant? Ouais, il est là. Oui, monsieur l'appelant, vous écoute. Je ne vous entends plus. J'ai écouté pas toute l'émission, mais une partie. Alors, je suis tombé sur la partie où on parlait d'une entente entre l'armée et le peuple. Il y a pas longtemps, j'ai même entendu un des présentateurs de Tempo Afrique qui semble même en termes un peu même non voilés appeler à des militaires pour qu'ils prennent leurs responsabilités en invoquant le cas de Jerry Rawlings. Et c'est Jerry Rawlings ou des militaires qui prennent ce genre de décision ne sont pas ceux qui sont appelés par le peuple pour faire quelque chose. Ce sont des militaires qui sont convaincus et qui ne sont pas ce que Thomas Sankara appelle un militaire ou bien un officier en armes qui n'a pas de formation politique, est un assassin en perspective. C'est-à-dire que pour que des militaires décident que trop c'est trop, c'est qu'ils ont vu que le peuple qu'ils sont censés protéger le pays n'est pas pris en compte par les dirigeants. Donc ils ne le font pas parce qu'ils veulent le pouvoir, ils le font pour délivrer ou bien sauver le peuple. Donc, on sait que l'armée au Togo, et ça, je n'invente rien, c'est une garde prétorienne. C'est-à-dire ils sont là pour défendre le régime et pas pour défendre le pays et la population. Et parce que moi, je trouve quand même incroyable que chaque fois qu'il y a des attaques, on ne mentionne pas le nombre d'assaillants qui sont neutralisés, mais on ne connaît que le nombre des militaires togolais qui ont été abattus. Alors on se demande à quoi on a préparé les militaires togolais. Est-ce qu'ils sont préparés à faire face à un conflit armé où ils sont, comme j'ai dit, une garde prétorienne? Merci. Donc, pour faire une différence, Maître Alexis, je crois qu'il a dit une chose que j'ai retenue. Il a parlé d'une alternative, et cette alternative, ce n'est pas ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire en voulant faire changer le régime en allant à des élections. On a vu ça, et il faut une politique alternative. Il faut que le peuple lui-même soit celui qui est au front. Ce ne sont pas les dirigeants qui appellent le peuple à sortir pour aller faire des manifestations, à moins que ces dirigeants soient devant et non pas dans leur quartier général et demander au peuple de sortir, comme on en a vu pendant longtemps dans notre pays. Ok? Alors, il faut bien sûr que les partis qui veulent un changement se mettent ensemble. Et bien sûr, notre parti a déjà publié des choses depuis les années 2005 et même avant, en appelant
au rassemblement des partis sur des bases bien définies et non pas croire que en allant à des élections qu'on sait qu'ils sont déjà piffés d'avance parce qu'il n'y a jamais eu d'élection où l'opposition a gagné. Merci, monsieur Lappelant, on vous a conduit, si on appelle la prochaine fois à des élections et qu'on y va, on est sûr qu'on ne va pas gagner. Ce n'est pas parce que le peuple ne vous aime pas, mais parce qu'on n'est pas organisé pour défendre qu'on appelle la victoire. On n'est pas organisé, chacun veut y aller de son droit. On veut être peut-être le dirigeant de l'opposition qui est le chef de file de l'opposition, des choses comme ça. Alors qu'on n'a pas encore, je m'excuse le terme, on n'a pas encore abattu le gibier et on veut déjà des parts. C'est ce qu'on a fait toujours au Togo. Alors, il faudrait qu'on revoie notre façon de faire de la politique d'opposition et nous appelons ça une approche alternative de la lutte d'opposition, une différente façon de faire la politique d'opposition dans notre pays. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, on a vu les résultats. Il ne faut pas attendre encore un autre demi-siècle pour s'en rendre compte. Depuis les années, je dirais même 79 et 80, on a toujours parlé de ça, mais les gens ont voulu y aller tout seuls. Ou bien merci, monsieur Lappelant. Petit groupe. Merci. Voilà. Bien préparé. Donc, il faut que nous retournions sur nous-mêmes et que nous analysions notre approche pour savoir est-ce que c'est la bonne approche ou bien il faut une autre politique d'opposition. Merci. Est-ce qu'il y a encore un autre appelant? D'accord. Alors, Maître Alexis, je pense que vous allez conclure avec le dernier appelant. Voilà. Oui, bon, j'ai compris les remarques de ce monsieur. En fait, qui ne sont pas différents de ce que je disais au départ, qu'effectivement, s'il appartient au peuple de faire en sorte que les choses changent et non pas individuellement ou pour un politicien ou un appel à une insurrection de l'armée, c'est pas ça le but. La réalité dans cette affaire, c'est que l'on se place sur le côté des arrestations des militaires, comme on assiste tout le temps, et comme je vais le répéter encore, ce n'est pas fini, il y en aura encore. Parce que ça sera comme ça. Coup de nos jeunes soldats qu'on va trucider devant des djihadistes, des terroristes qu'on nous a envoyés. Donc tout le monde sait pourquoi ces gens-là sont sur nos territoires. Mais nous avons qu'un choix à faire, c'est de faire en sorte que les gens qui sont en mesure de nous protéger, soient bien traités, soient bien équipés, soient bien payés, et quand soient bien formés. Je veux parler de notre armée. Or, jusque-là, moi, je constate seulement que notre armée, généralement, ils jouent le rôle que nous, la police joue ici, c'est-à-dire les émeutes, contenir les émeutes, contenir jamais. Ce n'est pas ça une armée, c'est beaucoup plus que ça. On le voit qu'aujourd'hui, nos jeunes qu'on envoie d'abord ne sont pas assez expérimentés. Ensuite, ils se font descendre comme des poulets. Moi, ça me fait très mal de voir ça. Or, une vie, c'est une vie, monsieur Serge. Une vie, c'est une vie. Même si on rentre dans l'armée et qu'on fait le choix d'aller mourir pour son pays, mourons au moins dignement. Qu'il meure au moins pour une cause, pour avoir défendu, pour avoir tenu tête à quelque chose, pour avoir eu les éléments qu'il faut, les moyens qu'il faut, et que dans le rapport de force, ils ont été battus parce que finalement, ils sont sur le territoire quand même. Vous savez, ils sont sur le territoire. Les gars, ils viennent d'ailleurs et ils réussissent quand même, à savoir quand est-ce qu'il faut les prendre de surprise, 2, où est-ce qu'il faut les prendre, et 3, comment il faut les encercler pour tuer les nôtres. Pour moi, je ne suis pas militaire, je ne suis pas dans ce monde-là, mais j'ai au moins cette chance de connaître beaucoup
d'autres pays. Et j'ai fait plusieurs pays d'Europe, j'ai fait plusieurs pays d'Afrique, j'ai fait les États-Unis, enfin l'Amérique, oui, les États-Unis et le Canada. Mais quand je lis, quand je suis le fonctionnement de ces gens, quand on lit et qu'on voit comment ça se passe, nous, on a l'impression que chez nous, c'est un village de 2 personnes, de quelques personnes qui ne savent pas ce qu'il faut faire. Donc, moi, je dirais tout simplement, pour finir, qu'il faut que ça s'arrête. Il faut que les nôtres, là, qu'on tue régulièrement, parce qu'on les a envoyés pour défendre le territoire, ok, c'est leur boulot, mais il faut au moins qu'on les arme, qu'ils soient... Bon, quand j'ai vu les munitions qu'avaient les terroristes, à côté des nôtres, c'est zéro, c'est rien. Comment se fait-il? Comment se fait-il que les nôtres, ils y vont et qu'ils n'ont pas les moyens? Il n'y a pas de drone pour les surveiller. Il n'y a pas de munitions suffisamment. Ça se voit qu'ils n'avaient pas suffisamment de munitions pour se défendre. Il n'y avait même pas d'habits de militaires pour se protéger. Il y en a qui sont morts avec juste un gilet par balle ici à la poitrine. Mais quand si vous mettez le gilet par balle à la poitrine, si vous avez un tir sur le côté, vous mourrez aussi. Ça, il n'y a rien à faire. Donc, c'est de grâce. Laissez-nous nos jeunes, il y en a qui meurent à fleur d'âge parce qu'ils ont 25, 22, 23 ans, je sais pas, 20 ans, 30 ans. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de faire ça. On ne peut pas faire ça aux gens. On ne peut pas accepter que ça se passe comme ça. Et quant aux officiers qu'on arrête, je ne comprends pas non plus que les gens soient arrêtés pour un oui ou pour un non. D'ailleurs, c'est ce qui se passe pour les civils. Il y a les civils, je peux comprendre encore que bon, que tu fasses quelque chose, que tu fasses rien, on va t'arrêter. C'est comme ça. Mais les officiers, les sous-officiers, ceux qui sont en mesure d'aller encadrer nos jeunes qu'on trucide dans le Nord, c'est eux qu'on prend pour mettre en prison. Ils sont en prison. Les gens qui sont capables de faire quelque chose, ils sont en prison. Donc forcément, nos jeunes sont exposés. Ils sont laissés à eux-mêmes. C'est comme si vous prenez des gamins de CP qui devaient normalement être encadrés par ceux qui sont en classe de 6e ou en 3e, et vous envoyez les gars de CP tout seuls à la mer pour aller nager. Mais ils vont tous se noyer. D'accord. Ils vont tous se noyer. Donc, vous voyez, monsieur Nyawa, voilà, pour en finir, j'espère qu'on va pouvoir dire toujours aux nôtres que le Togo est en danger. Le Togo est en train de sombrer. Il a sombré déjà. Mais il y a moyen de rattraper. Ce moyen de rattraper, c'est qu'il y ait cette communion entre le peuple et son armée. Je sais que le jour ça se fera, mais tout le monde va voir qu'on peut respirer, tout sera libre. La population va être à l'aide, va venir à l'aide à notre armée, et notre armée va venir au soutien de la population. Voilà ce que je prône, que j'ai toujours prôné. D'ailleurs, je n'ai pas changé de langage, ça a été toujours ma vision, et j'espère que ça se réalisera un jour. Merci, merci à tout le monde, merci à Tempo Afrique TV pour tout ce que vous faites, et notre but à tous, c'est d'arriver à voir nos pays libérés un jour. Merci. Maître Alessiou, merci encore une fois pour cette émission de Face à Face Vérité. Merci aussi parce que vous avez eu des obligations, mais durant tout ce temps que vous avez tenu, vos réactions ont été quand même émerveillantes. En dernière position, vous avez dit que le Togo est en danger. Tout le monde voit que le Togo est en danger, mais la seule alternative qui reste à faire, c'est quand même de faire une fraternisation avec l'armée. Justement, est-ce que cette fraternisation va être au beau-fils lorsque nous voyons que c'est l'armée qui traque aujourd'hui son propre, comment je peux appeler, peuple? L'armée, est-ce que l'armée protège son propre peuple? C'est la question qui se pose. Si nous avons aujourd'hui des officiers qui sont mis à l'écoute, alors que les djihadistes sont de l'autre côté, est-ce qu'il y a une conviction au niveau du service de renseignement qui devait aussi quand même se pencher sur la communication terroriste afin aussi de pouvoir les traquer et savoir que ceux-là, ils viennent, ils sont tout près, en tout cas dans nos régions. Est-ce que cela peut se faire? Est-ce qu'il y a aussi des hélicoptères qui peuvent sillonner, en tout cas au niveau des frontières, pour faire valoir ce qui est des droits?
c'est une faillite à cette mission si on veut se mettre en idée la protection d'un pays. Merci encore Alexis You. C'est la fin de cette émission. Ce que vous devez comprendre, je voudrais quand même qu'on s'écoute en dernière position. Nous avons parlé de ce sujet qui est important. Il faut comprendre que les arrestations militaires au Togo ont quand même soulevé beaucoup de questions cruciales sur la stabilité politique du pays.